Salut à tous et bienvenue dans French Fresh Pop, l'émission qui revient sur l'épopée francophone de la pop culture. Ici, on discutera des différents courants et médiums qui font la pop culture, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans l'Hexagone, se sont développés et sont produits chez nous. Au programme pour ce premier épisode, du papier, des héros, mais pas seulement, des couleurs flashy et beaucoup de clichés avec les comics. Je suis allé rencontrer quelques personnes qui côtoient ces bulles au quotidien. On a échangé sur l'économie des comics, qui en produit, qui en traduit. Quelle est leur place dans le monde de la BD en France? D'abord Arnaud Kikou, journaliste, rédacteur en chef du site Comics Blog qui décortique l'actu du genre. Également Nico, cofondateur de la librairie byzantine Réservoir Books et spécialiste entre autres des comics. Et puis d'un peu plus loin, puisque je l'avais rencontré en 2019 lors de la Comic Con de Paris, Olivier Coipel, dessinateur qui a travaillé pour Marvel, Netflix ou DC Comics. Et maintenant que les présentations sont faites, revenons au sujet. Même sans en avoir lu, tout le monde connaît ces héros de papier. Batman, Superman, les X-Men, tous font partie de la culture populaire depuis plusieurs générations. Que ce soit par les séries des années 60, les films modernes, ou entre les deux, les dessins animés des années 80 et 90. Et c'est d'ailleurs par là que je suis tombé dans la marmite, avec le dessin animé Batman et son générique iconique. Malgré les films de Burton ou l'incroyable Batman et Robin, une flopée de cassettes Spider-Man et des jouets Green Lantern, j'ai cependant mis du temps à trouver le chemin vers l'origine de tout ça, à trouver les comics. Mais déjà, qu'est-ce qui définit un comics? C'est une bande dessinée, ça, c'était facile. Mais avec dessus un logo AOP, venu d'outre-Atlantique. Les comic strips sont nés dans les journaux américains dans les années 90. 1890. Ils ont pris de plus en plus de place jusqu'à obtenir leurs propres héros, leurs propres aventures, et au final leurs propres fascicules. C'est aussi dans ces pages que sont nés les super-héros, comme Wonder Woman ou les 4 Fantastiques. Et c'est aussi ces super-héros qui ont donné au genre ses lettres de noblesse, jusqu'à élever le comics au rang de mythologie nationale américaine. Quand on parle de comics, plutôt que de BD ou manga, l'origine géographique a donc une importance forte, comme nous l'explique Nico. C'est juste en fait de la bande dessinée américaine. Voilà, comme on parle du manga, c'est la bande dessinée japonaise. En France, on a la bande dessinée, alors on dit de la bande dessinée aussi bien que ça soit de la bande dessinée de genre, qu'on a tendance à classer un peu avec le roman graphique, ce genre de choses, BD jeunesse. Donc pour moi, le comics, c'est de la bande dessinée américaine. Autre truc qui distingue le comics de ses cousins, c'est son format. Avec un sens de lecture à l'occidental, le comics a depuis toujours joué avec les pages sur lesquelles il est imprimé. Là où la BD européenne est longtemps restée sage avec ses cases, le comics a depuis toujours appris à incruster des scènes dans d'autres. Ça accentue la dramaturgie, ça rajoute un côté cool ou épique. Parfois ça mène à de magnifiques doubles pages ou à des sens de lecture complètement chaotiques. Et le modèle de publication est lui aussi particulier. 20 pages sorties plus ou moins tous les mois, ce qui provoque des obligations en termes de narration. Que nous détaille Arnaud. Ce format de publication-là, il est super important parce que en 20 pages, et pour réussir à sérialiser ton histoire et à faire revenir les lecteurs semaine ou mois après mois, il faut, alors à l'époque il fallait qu'ils réussissent à faire des histoires complètes sur ce nombre de pages, et puis à partir du moment où on a commencé à faire des histoires découpées sur de plus longs numéros, ça induit des contraintes en termes de séquentialité, en termes de rythme, en termes de découpage. Ces fascicules pulp ont traversé l'Atlantique mais ne sont pas arrivés tels quels chez nous. En plus de traductions parfois douteuses, mais d'époque, le format a aussi été adapté. Fini la vingtaine de pages, c'est maintenant un recueil d'histoires qu'on trouve en librairie et en maison de la presse. Il s'appelle alors Titan, Strange ou Nova. Depuis quelques décennies cependant, chaque grande maison d'édition américaine a choisi son champion pour présenter ses héros au public français. Pour Marvel, c'est Panini, et pour DC, c'est Urban Comics. Chacun publie des fascicules, des morceaux d'histoire qui forment rassemblés des arcs narratifs, des histoires complètes que l'on retrouve le plus souvent ensuite en album. Le comics a donc eu beaucoup de formats de publication et a beaucoup évolué au fil du temps. Mais ça, on y reviendra. Maintenant qu'on sait ce qu'est un comics, c'est l'heure de rentrer un peu dans le détail, c'est l'heure des chiffres. Now you may only see a pile of boring forms and numbers, but I see a story. Entre 2020 et 2021, les bandes dessinées de super-héros et créations américaines représentaient en France 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur les 600 millions faits par le monde de la BD en général. Ça reste donc un secteur très fin, mais en augmentation, plus 127% de chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. Alors,
Ça fait beaucoup de chiffres, mais tout ça pour dire quoi? Eh bien qu'en fait, encore aujourd'hui, le comics reste en France une culture de niche, ne représentant que 5% plus ou moins des ventes de BD, et ne classant pas une seule sortie dans les meilleures ventes de 2021. Mais la pop culture, ce n'est pas que des chiffres, c'est surtout de l'affect, des communautés et des idées. Et pour ça, clairement, le comics est une mine d'or. Il truste d'ailleurs nos écrans depuis le début des années 2000. Marvel avec son MCU, DC Comics un peu sur grand écran mais surtout à la télé, et puis il n'y a pas que les masqués. I Kill Giant par exemple, Chasseuse de géants, Kingsman, Atomic Blonde, V pour Vendetta, tous sont des adaptations de comics. Hollywood y a trouvé un réservoir de production facile à adapter. Des contrats sont même passés, comme par exemple entre le scénariste Mark Millar et Netflix, pour qu'ils produisent pour eux des comics qu'ils pourront ensuite facilement adapter sur grand écran. De son côté, la France n'est clairement pas en reste. Quand on regarde le box-office de 2021, 5 films sur 20 parmi les plus gros succès sont des films de super-héros, Spider-Man No Way Home en tête. Et c'est donc une habitude prise par notre consommation. On peut également citer Leila Bekti et Pio Marmaille dans Comment je suis devenu un super-héros, sorti par Netflix France, ou encore Philippe Lachaud et sa bande dans Super-héros malgré lui. D'ailleurs, va falloir qu'on reparle de un de ces quatre. Dans le grand marché des adaptations, les comics ont donc le quasi-monopole sur grand écran. Surtout si on regarde par rapport aux mangas, dont les animés n'ont souvent droit qu'à des projections exceptionnelles en France. Et pourtant, malgré cette présence quasi quotidienne sur petit et grand écran, tout ça ne pousse pas à lire du super-héros sur papier. C'est un constat partagé par tous ceux que j'ai rencontrés, dont le dessinateur Olivier Coipel. Alors je pensais, mais je le pense, mais au niveau des... Je sais que Marvel, j'avais posé la question, et qu'au niveau des chiffres, des ventes, tout ça, par contre, ça n'a aucun impact. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas en France, que ça a un impact au niveau de... Déjà, comme je t'ai dit, tout le monde sait, quand on parle de Marvel ou de DC, maintenant les gens savent. Alors qu'avant, c'est quoi c'est plus confidentiel. Les gens sont au courant. Donc par rapport à ça, déjà, c'est un gros changement. Même si ça en a profité un petit peu, ça n'a pas été l'explosion, par exemple, comme on peut voir sur certains films, on voit ça justement, c'est vraiment pour moi des phénomènes de niche. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font que ça explose, mais on n'a pas forcément des retours sur la longueur. Il y a quelque chose, c'est que déjà les gens se satisfont en fait de ce qu'ils voient en salle, tout simplement. Ils éprouvent pas forcément le besoin d'aller lire, mais le fait est, c'est que les gens s'y intéressent pas, parce qu'en fait ça leur suffit d'avoir leur film de 2 heures avec leurs histoires, leurs effets spéciaux, leurs trucs spectaculaires, et ils éprouvent pas le besoin. Et vu qu'aujourd'hui, maintenant en plus, vu qu'on a à la fois des films tous les 2 mois et des séries dans l'intervalle de temps, pourquoi tu voudrais... En fait, il n'y a pas de manque de super-héros, en fait. Donc, tu as ta dose de films et de séries, et il n'y a pas un moment où tu dis, mince, j'aimerais bien plus de super-héros, comment je fais? Ah oui, tiens, les BD, ça va être sympa. Bah non, en fait, tu n'en as plus ce besoin-là. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, que les gens ne s'y dirigent pas. En plus de tout un tas d'autres facteurs qui mériteraient de faire des discussions de 3 heures faciles, quoi. Les super-héros ont donc trouvé une vie propre sur petit et grand écran, en jeux vidéo ou encore en produits dérivés. Et qu'est-ce que c'est ça? Un Bruce Quick. Quoi? Il vaudrait mieux que ce soit un produit dérivé officiel, sinon je pars en vrille. Comme un univers parallèle, encore en lien de temps en temps avec leur origine. Et parmi les liens, on trouve ceux qui dirigent tout. Les 2 géants, DC Comics et Marvel. Et c'est aussi pareil au niveau des ventes. En France, ce n'est pas un Big Two qui s'affronte, mais un Big Three. Avec Panini, avec Marvel et Star Wars, suivi d'Urban Comics avec le catalogue DC Comics, et enfin Delcourt, avec l'ancien univers Star Wars et également The Walking Dead. À eux 3, ils représentaient en 2019 91% des ventes de comics en France. En même temps, Iron Man, Batman et Rick, ce sont les comics de base qu'on peut retrouver partout. D'ailleurs, c'est quoi ces comics qu'on retrouve et c'est où partout? Comme on en parlait plus tôt, le comics a en France plusieurs manières d'être trouvé. Le recueil d'épisodes, aussi appelé kiosque, a longtemps été le mode de diffusion principal. Avec un titre aguicheur, une couverture attrayante, pas trop cher, pas toujours de bonne qualité, mais facilement accessible. C'était un format un peu magazine, et qui se retrouvait d'ailleurs dans les mêmes catégories dans les tabacs presse que d'autres, souvent catégorisés pour enfants. On a quand même une certaine culture de la prépublication de bandes dessinées en France. De toute façon, le secteur de la presse aujourd'hui spécialisé est en crise depuis pas mal d'années, donc c'est toujours un problème très très vaste à aborder, mais bon, les exemples de Mickey, de Picsou et de Spirou, de l'Enfeust-Mag à l'époque, en fait on avait pas mal de magazines qui faisaient de la prépublication et avec un rythme mensuel. Et qu'est-ce que c'est au final la prépublication, si on considère que l'album est le produit
produit final, bah, la prépublication d'un album d'une production Dupuis dans le journal de Spirou, bah c'est ça en fait, alors c'était pas un chapitre parce que c'est pas pensé comme ça, mais grosso modo c'est ce qu'on avait au final, tu vois. Mais le public change, il grandit, et avec lui la demande évolue. Longtemps roi en termes de représentation et de vente, le kiosque n'est plus aujourd'hui en tête des demandes. C'est devenu l'album, hein, vraiment, et même l'album cartonné, parce que c'est devenu un loisir, ou en tout cas une façon de consommer ces lectures-là, un peu, pas luxueuses non plus, mais un petit peu quand même, on aime bien avoir des belles bibliothèques, parce qu'au final, les collectionneurs de comics sont devenus aussi des collectionneurs comme ceux de Franco-Belge qui aiment les albums cartonnés, et tout ça, parce que le souple a un côté peut-être un petit peu cheap, je ne sais pas, et en même temps, on paye le prix parce que le cartonné coûte plus cher que le souple, et du coup il y a aussi ça entraîne des questions d'accessibilité, grosso modo. Mais c'est une longue transformation des habitudes des lecteurs, des impératifs du marché, des directions des éditeurs aussi. Je veux dire que si le kiosque s'est dépeuplé progressivement, c'est aussi parce qu'il recrutait de moins en moins, parce qu'effectivement on n'a pas forcément l'esprit dans le kiosque en France tel que c'était, donc des collections de chapitres de séries déconnectées les unes des autres, hein. C'est-à-dire que tu lis un numéro de Spider-Man, d'Iron Man et de Avengers, par exemple, moi la première fois que j'ai été en contact avec ce genre de choses-là, j'étais surpris. Je disais mais du coup c'est pas des choses qui suivent, ah ok c'est 3 trucs en parallèle, il faudra que je retourne le mois prochain pour avoir la suite de chaque histoire, alors que un tome c'est une histoire qui se suit, enfin voilà c'est un morceau d'histoire qui se suit dans son intégralité, dans la majorité des cas, donc c'est sûr que c'est vachement plus simple à aborder. Et il y a eu le problème justement aussi un petit peu des kiosques, de cette politique, où des séries qu'on commençait, on s'arrêtait. Il y avait des problèmes de distribution des fois entre les États-Unis ou la France, où on attendait, on avait 2 mois de retard, puis d'un seul coup il y en avait 3 qui arrivaient, et puis l'ancien numéro, bah ouais mais on n'arrivait pas à le retrouver. Alors que c'est vrai qu'en librairie il y a peut-être ce côté album, donc déjà le côté culture de l'objet, il y a peut-être plus de confiance dans le sens à meilleur suivi. Pour ma part, j'ai fait la transition depuis déjà quelques années. Si à l'origine j'ai commencé à lire du comics au lycée, m'extasiant dans ma gare de province avec mes 2 meilleurs amis sur les fascicules qu'on arrivait à trouver, aujourd'hui je ne lis plus que de l'album, ou presque. Déjà c'est un confort de lecture par sa taille, c'est un bel objet à ranger dans sa bibliothèque. Et puis, les sorties sont peut-être plus irrégulières, mais au moins j'ai un meilleur regard sur ce qui m'attend. Et la transformation n'est pas finie. Avec le retour en force du comics ces dernières années, les éditeurs cherchent à attirer de nouveaux publics. Pour ça, ils proposent entre autres des collections destinées à la jeunesse, avec un format, mais aussi un prix, qui se veut moins intimidant que les collections habituelles. Depuis quelques années, Urban Company propose aussi des collections petit prix, avec dans un format d'un peu moins bonne qualité, des histoires toutefois très attrayantes pour accrocher à l'univers des comics. Avant réservés au supermarché, on les trouve maintenant de manière annuelle ou biannuelle et également en librairie. Et là pour le coup, les avis sont partagés. Par contre, c'est des très bonnes choses parce qu'ils ont quand même soigné leurs bouquins, qui étaient pas chers. Ils ont sorti des très bonnes histoires, souvent des récits complets. On évite le cliffhanger dont on parlait tout à l'heure qui agace énormément de monde. Et donc ça, je pense que ça permet aussi aux gens justement, à moindre coût, on comprend aussi hein, quand on voit le prix d'un beau comics, machin, c'est pas super cher quand on sait les prix derrière, mais c'est quand même un coût à l'achat. Donc ça, j'espère que ça va permettre justement de démocratiser un peu, puis que les gens viennent aux comics en se disant ouais mais il y a aussi autre chose. C'est sûr que c'est intéressant pour attirer les gens. Mais il y a 2 problèmes, c'est que d'une part, si tu te diriges que vers ces trucs à petit prix, en fait, bah, ça dévalue les autres, qui sont en fait au prix normaux. Et tu dis, bah du coup, je vais acheter que mes comics si c'est des albums, en plus pas souvent de très bonne qualité. Alors, encore que Panini a fait des efforts sur leur semi-dur là. Bon, les albums de Urban, ça se décolle et tout ça, c'est pas ouf quoi. Et donc, en plus, ça contribue un peu à une mauvaise image aussi du produit, tu vois, parce qu'à un moment, bah, le cartonné, tout ça, c'est quand même des produits. Effectivement, on peut critiquer que c'est un peu de luxe, mais la qualité, elle se paye de toute façon. Si tu estimes en fait que ton comics, quel qu'il soit, en fait, devrait pas être vendu au-dessus de 10 balles, parce qu'en fait, ce qui est à l'intérieur ne vaut pas plus que 10 balles, en fait, bah, les petits prix, ça contribue à te maintenir cette image-là, et c'est pas bon, parce que du coup, tu vas refuser, effectivement, de payer pour des albums qui sont plus chers, et c'est d'autant plus dramatique pour, effectivement, des comics de super-héros qui sont pas ouf, mais vachement plus, pour un tome de Kaiju Max, de Peter Root, de tous ces de Criminal, tu vois, de tous ces titres indés qui sont incroyables, mais effectivement, le tome, il va coûter 16-17 €, mais bordel, ce qu'il y a dedans, ça le vaut largement, ça le vaut vraiment largement. Donc c'est ça qui est compliqué. Et en même temps,
je pense que tu peux pas t'empêcher de parier un petit peu sur le long terme en disant bon mais ok mais voilà tel album de cette collection à petit prix s'est vendu à 60 000 exemplaires alors qu'on sait que franchement un album qui vend 2000 exemplaires dans le comics c'est déjà bien, donc là on est sur du x30 tu vois, tu te dis bah sur ce lectorat multiplié par 30, même s'il n'a été qu'occasionnel, est-ce qu'il y a moyen qu'un petit pourcentage de ces gens-là y reviennent après parce qu'ils ont kiffé? J'imagine que c'est ça le pari, mais je pense que du coup c'est pas le truc qui va permettre de changer la donne en fait. Et en fait si le kiosque a réussi à fédérer un lectorat, c'est pas forcément que parce que c'était pas cher, c'était d'une part que ces lecteurs ils étaient intéressés par ce qu'ils suivaient, et pourquoi ils étaient intéressés, et parce qu'on leur donnait des histoires où il fallait revenir le mois suivant pour avoir la suite, et tu voulais la suite par exemple, tu vois, essayer de raviver cet intérêt en fait pour le contenu en fait, plutôt que se focaliser sur juste des questions de format et de tarification qui sont importantes, qui ont leur importance, mais au final quand on parle d'histoire, l'important c'est aussi l'histoire quoi, et je pense qu'il faut faire comprendre l'intérêt qu'ont à la fois une partie de la production de super-héros, pourquoi c'est quand même intéressant dans son ensemble parce que ça apporte des choses à tout le secteur, mais aussi l'intérêt qu'il y a avec tout ce qui existe à côté. Si les comics sont disponibles un peu partout, il faut cependant encore s'y retrouver en termes d'offres. Selon Livre Hebdo, en 2021, 71% des comics vendus étaient des comics de super-héros. Mais du coup, c'est quoi le reste? Eh ben c'est de l'indé, pour indépendant. Une catégorie fourre-tout qui va du polar jusqu'à la science-fiction, en passant par du super-héroïque, mais pas produite par des mastodontes. Des œuvres qui doivent essayer de se détacher de la masse, que ce soit dans leur narration, leur thème ou leur design. Et pour le coup, s'il y a du bon et du mauvais, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de bons. Éditeurs spécialisés comme plus traditionnels se sont essayés à la BD de l'Oncle Sam et ont publié des comics, dont beaucoup d'indépendants. Il y a iComics, Bliss Edition, Comics Initiative, Akileos, Kinaï, voilà, donc il y a plein, et je n'ai pas prétention à tous les citer, parce qu'il y a aussi même des maisons qui font des comics, mais qui ne sont pas que spécialisées là-dedans, comme les éditions Rackham, comme Futuropolis, comme Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui apporte aussi des bandes dessinées américaines, mais peut-être à intervalles encore plus ponctuels, et souvent sous un écrin qui fait pas forcément comics, donc ça rejoint un peu les questions d'avant, et donc on sait pas forcément en fait que ça vient de là. Il y a le label 619 techniquement qui fait du comics à la française aussi pour moi, tu vois, pour moi je les intègre complètement là-dedans, et puis il y a même des éditions comme des maisons comme Dupuis, Dargaud qui parfois proposent des trucs aussi, donc voilà, et ma foi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que malgré tout, même chez Urban, il y a aussi toute une gamme sur l'indé, donc il y a aussi des titres indés qui sont allés à découvrir là-bas, et c'est un peu le message de toute façon que j'essaie de faire passer de façon générale, c'est que quelle que soit la maison d'édition, il y a des trucs indés à découvrir, et sinon dans les super-héros, il y a des trucs très bien dans les super-héros, mais voilà, l'idée c'est toujours d'essayer de miser sur les bonnes histoires en fait. Les petits éditeurs, ils ont une carte à jouer en sachant que, voilà, j'ai envie de leur dire, j'aimerais bien pour eux, mais à part 2-3 titres peut-être de temps en temps qui vont exploser, c'est déjà un phénomène de niche. Eux, ils sont encore un petit peu un phénomène de niche à l'intérieur de ce phénomène de niche. Donc je pense que voilà, ça peut être dur, mais il y a de la place pour eux. Voilà. Et je pense que c'est à nous, en tant que libraires, à continuer à s'y intéresser, à regarder ce qui est bien. Alors pas pousser juste, sous prétexte que c'est des petits éditeurs, puis il faut les aider. Il y a un choix aussi, mais je pense qu'il y a de la qualité chez eux, suffisamment en fait pour leur assurer une meilleure visibilité, les pousser et puis les aider en fait. Ouais. Un nouveau moyen d'accès aux comics est aussi apparu ces dernières années, c'est celui du financement participatif. Il permet, surtout pour les connaisseurs, d'avoir accès à des œuvres qu'ils ne pourraient pas lire autrement. Catégories de niche dans la niche, projets farfelus ou beaux livres, et certains éditeurs se sont d'ailleurs spécialisés dans le genre. Si les traductions se font à l'appel, il ne faut pas oublier les créations purement françaises, qui montrent à quel point ces manières de raconter des histoires ont été intégrées par les auteurs et les dessinateurs, pour leur permettre de créer aujourd'hui leurs propres super-héros et comics en français, tout en gardant les codes d'origine. On a vraiment des choses, pour moi, le label 619, voilà, c'est la meilleure image, on sent qu'on a des auteurs qui ont grandi, qui ont été beaucoup d'influence. Voilà, aussi bien le comics, le manga, le street art, on peut parler de Meta Feukaz. Dedans, voilà, on a un gros pavé avec un mec, Run, qui fait du scénario, du dessin. On a l'impression qu'il y a 10 dessinateurs différents dedans qui se succèdent entre le côté street art, voilà, le côté d'un seul coup très comics, le côté noir et blanc. Avec tous les phénomènes de mondialisation qui aussi touché tout ce qui est les cultures, c'est difficile
et c'est pas forcément souhaitable non plus de vouloir absolument faire rentrer tel type de bande dessinée dans telle case forcément. Et il y a rien de mieux que l'hybridation et de voir en fait qu'il y a des gens qui font de la bande dessinée aujourd'hui qui sont inspirés par énormément de choses, mais que ce soit d'autres bandes dessinées, mais aussi le cinéma, le jeu vidéo, l'animation. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont à faire là-dedans. Certains ont envie plus d'être estampillés clairement vers un registre et d'autres qui n'ont pas envie de le faire. Donc ouais, il y a du comics à la française. Et du comics à la française, ça passe par ses caractéristiques, c'est-à-dire ton choix de narration, ton style de dessin aussi, qui peut évoquer des inspirations très super-héroïques ou très des écoles de certains artistes américains très identifiés. Le modèle de publication aussi, est-ce que tu le sors, est-ce que tu essaies de faire un découpage par chapitre? Alors est-ce que tu réussis même à le sortir par chapitre ou pas? Donc voilà, tu le ressens, tout simplement, tu ressens aussi dans les thématiques, hein, forcément si c'est très américain ou pas, si l'action se situe aux États-Unis aussi. Il y a plein de choses en fait qui peuvent t'aider à déterminer qu'est-ce que c'est du comics à la française. Mais ouais, ça existe clairement, il y a des gens qui le revendiquent ouvertement, qui le font et qui l'assument. Il y en a qui le verront peut-être un peu moins. Il faut flinguer Ramirez, c'est du comics à la française. Enfin, il y a une inspiration très pop culture, très américaine qui fait, même si c'était publié en album chez Glénat, voilà, et que ça n'a pas forcément été marketé non plus comme ça. Mais voilà, les productions du label 619 aussi, il y a une inspiration américaine qui est évidente. En plus, eux, ils ont fait des single issues, des sorties chapitrées. Et voilà, faut regarder en fait les artistes d'aujourd'hui. Forcément recrachent en fait ce qu'ils ont ingurgité, donc des gens qui ont été bercés à Strange, aux comics des années 90 et à toutes ces choses-là, forcément ça peut se retrouver après dans leur propre production. Et ce n'est pas seulement dans la forme que les comics français ont adopté les codes américains, dans le fond également. Le genre a par exemple souvent eu un propos social. Rajouter des super-pouvoirs n'empêche pas de parler de sujets sérieux. L'addiction à la drogue de l'apprenti de Green Arrow est l'un des exemples marquants du genre. Aborder un sujet aussi dur fait descendre ces personnages de leur piédestal. Il les rend plus humains et permet de sensibiliser le lecteur, et donc de faire avancer la société une case à la fois. À partir du moment où c'est bien fait et que les gens ont quelque chose à dire, ouais, ça va forcément marcher. Voilà, que ça soit un super-héros, ou que ça soit un flic, ou que ça soit une jeune femme dans un quartier, ou que ça soit quelqu'un à l'autre bout du monde, dans la savane, n'importe quoi. Si on a ce côté social qui en plus marche énormément, on va pas se le cacher, on est quand même dans une société maintenant où toutes ces questions de société, d'actualité, moi je le vois plus un petit peu en côté roman graphique, il y a des thèmes qui viennent en plus qui sont un petit peu récurrents, un petit peu trop des fois, on va pas se le cacher, ça surfe un peu sur la mode, sur la vague de tel thème, mais en fait on se rend compte que les gens sont énormément demandeurs de ça. Donc je pense qu'un Alan Moore, si les Watchmen, si V pour Vendetta, c'est devenu justement limite culte, on va pas se le cacher, c'est parce qu'il y a une réflexion derrière sur le mythe du super-héros, sur la société, même The Boys, pour prendre un truc qui est quand même hyper violent, hyper gore, hyper trash, mais qui est assumé à fond, on va pas se le cacher, il y a une critique de la société américaine, du côté média, il y a une énorme critique de la société, enfin de l'industrie des comics, on va se le cacher, hein, cette magnifique multinationale, c'est quand même un bon gros clin d'œil à DC, Marvel et compagnie. Voilà, ça démystifie complètement le super-héros. Et non, je trouve justement ce côté, mettre un côté beaucoup plus humain. Au final, on a juste des super-héros qui sont beaucoup plus humains et rapprocher ça justement, un côté social qui nous parle, qui nous touche, je pense que c'est un très bon moyen justement pour que les gens s'approprient plus facilement ce côté super-héros. Un comics conscient, comme on le retrouve en France chez Foxboy de Laurent Lefebvre, chez Comics Initiative. L'histoire en Bretagne d'un garçon qui se retrouve affublé de sens de renard et décide, masqué, d'aider son prochain. Une histoire assez classique, mais à laquelle s'ajoutent de beaux dessins, un ancrage géographique purement français et des thématiques fortes comme l'écologie ou l'immigration. Foxboy pour moi, c'est un très bon comics français, donc à la française, par un auteur français, mais qui a marché parce que justement il y a ce côté un peu sociétal qui parle aux gens. On sort justement du côté super-héros, où peut-être il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais moi le super-héros qui soulève 4 planètes en fait avec le petit doigt, ça me parle plus, je peux comprendre très bien ça, qu'un Foxboy qui est beaucoup plus proche de nous et puis de toutes nos préoccupations au quotidien, au final, je pense que c'est peut-être un point d'entrée justement pour le comics, pour se rapprocher de gens. Voilà, si la bande dessinée marche très bien, il y a les gros classiques, il y a le roman graphique qui explose, avec des choses comme Monstres, des choses comme L'accident de chasse, qui sont des choses qui peuvent être très dures par moments, un peu sombres, limite du glauque par moment, mais il y a une énorme réflexion, et il y a forcément un moment où ça nous prend aux tripes, ça nous parle.
Et je pense que le côté sociétal, au contraire, dans le super-héros, le rapprocher de nous, de nos préoccupations, et le rendre tout simplement beaucoup plus humain, rendre une identification beaucoup plus facile, je pense, pour moi, ouais, c'est un des meilleurs points d'entrée au final du comics. L'aspect rebelle tourne parfois au transgressif, dans la violence ou la sexualité. I Hate Fairyland, The Boys et tant d'autres ont trouvé un public dans l'exagération. C'est le cas entre autres en France, chez Badass de Bruno Bessadi, aux éditions Delcourt. L'histoire d'un homme très chanceux face au reste du monde. C'est fun, débridé, et ça se moque du comics et des super-héros. Ça plaît aussi en France, on va pas se le cacher, ça plaît à tous les niveaux, que ce soit en littérature, j'ai envie de dire, en BD ou en comics, où les gens, voilà, ils vont lire un Boys, ils vont lire un Long Halloween, ils vont lire des... Et puis au bout d'un moment, ils disent, ouais, j'ai envie d'un truc où je me prends pas la tête. Limite, justement, je réfléchis pas. Et je pense que, ouais, le Badass, ça a de la place, même si c'est encore un petit peu plus pointu, ça va vraiment chercher des gens qui ont vraiment envie d'un truc... qui sont déjà capables aussi de se dire, ouais, il y a de la violence, ouais, il y a des trucs, c'est gore, c'est trash, un peu comme dans The Boys, mais c'est assumé. C'est pas un hymne à la violence, quoi. On n'est pas en train de glorifier le fait de sortir puis de défoncer des gens gratuitement. C'est pas ça du tout. Mais je pense que ouais, ça a sa place parce que même si justement ça touchera peut-être moins de gens que quelque chose de plus sociétal ou une petite réflexion, le côté ouais, il y a de l'action, on réfléchit pas plus que ça, c'est à fond. Les auteurs français s'inspirent donc des Américains, mais on sait aussi leur apporter notre touche. Car aujourd'hui, les créateurs de comics viennent de partout dans le monde. On peut citer Olivier Coipel, dessinateur français, mais qui a su se faire sa place dans le monde du comics américain. Il a dessiné pour Marvel, sur Thor, pour Netflix, sur Magic Order, et plus récemment pour DC Comics, sur I Am Batman. Les artistes viennent de tous les continents, et leurs inspirations sont aussi multiples. Oui, les frontières entre les types d'œuvres sont toujours présentes, mais elles sont de plus en plus fines. Ce que je vois surtout, c'est que il y a des ponts qui se créent. C'est-à-dire que les dessinateurs de franco-belge te connaissent, t'en connais. C'est que ça se commence à se mélanger. Maintenant, t'en as qui viennent aux conventions de comics. Et t'en as qui sont des dessinateurs de comics qui sont invités aux conventions de franco-belge. Donc à ce niveau-là, ça communique plus, quoi. Appuyé par la mode des films de super-héros et dans une économie de la BD en constante augmentation, alors qu'est-ce qui pêche? Pourquoi le comics n'arrive pas à percer auprès du grand public? Parce que, comme on a vu, tout est là pour sa réussite. En France, bien que présente depuis des décennies, notre culture du 9e art peine à trouver une légitimité auprès du grand public et surtout des institutions. Et quand c'est le cas, c'est la plupart du temps la bande dessinée européenne qui en profite. Dans le même temps, la jeunesse se tourne, elle, niveau lecture, vers le manga, qui représente aujourd'hui en France une BD vendue sur 2. Le tableau n'est cependant pas tout noir. Les comics ont retrouvé une vraie visibilité auprès du grand public ces dernières années. Une notoriété qui n'arrive pas à vraiment percer au niveau financier, mais qui s'accompagne d'une offre de comics extrêmement prolifique, que ce soit traduit ou fait maison. Une culture à part entière où les intermédiaires ont un vrai rôle à jouer. Je pense que l'avenir, ça dépend surtout des libraires et puis des fans. C'est à nous d'en parler aux gens. Je pense qu'on a de plus en plus de gens, comme on disait, qui sont ouverts, qui ont grandi avec les films Marvel, qui ont grandi avec des animés. Donc voilà, où il y a plein de styles graphiques différents. Donc on arrive à des générations qui seront beaucoup moins hermétiques à cette narration, à cette construction, à cette illustration, à ces différents dessins. Donc je pense que le comics, il peut avoir de très beaux jours si nous, en tant que libraires et fans, ouais, on fait notre travail en fait. La scène du comics en France essaye aussi de se rendre plus visible, avec des événements comme le Free Comic Book Day ou dans les conventions, qui invitent maintenant des créateurs et créatrices. Bah déjà, maintenant il y a les Comic-Con, qu'il n'y avait pas avant. Déjà, ça c'est par rapport à ce que quand j'étais gamin, oui, il y a eu un énorme changement, ouais. Maintenant c'est beaucoup plus populaire, ouais. Puis on a moins honte de dire qu'on lit du comics. La place des super-héros et des comics dans les autres médias lui permet aussi de garder sa popularité, de se rendre visible, et parfois de percer sur un titre, une série ou un auteur. Un fonctionnement qui marche bien avec l'aspect intemporel des univers de comics. Il se modernise, se modifie, mais les masques restent. Là en France, on a la Brigade Chimérique, on a les productions on a Foxboy de Laurent Lefebvre par exemple, qui a vraiment une réinterprétation en fait du comics de super-héros à la française vraiment, mais avec même son propre univers, son propre multi-métavers. C'est assez phénoménal. T'as même un mix des trois avec un truc qui s'appelle Sentai School, qui est littéralement un truc d'école de super-héros fait par des Français, mais avec un style très manga et ultra référencé pop culture, Club Dorothée, machin, c'est incroyable. Donc voilà, il y a plein d'inspirations
qui se regroupent et qui façonnent de toute façon en fait une pop culture qui de toute façon la pop culture de toute façon s'inspire de ses propres œuvres. Enfin on va pas tout réinventer de toute façon, il y aura forcément des nouveautés à chaque fois, mais beaucoup des nouveautés au final n'apparaissent que parce que c'est des digestions de choses précédemment faites, hein. De la même façon qu'au final effectivement on a juste digéré les grands mythes de l'Antiquité pour en faire des super-héros parce qu'on a découvert la radioactivité et l'espace et qu'on s'est dit que maintenant les dieux en fait viendraient d'autres planètes ou émaneraient d'expériences nucléaires. On fait que réinterpréter des choses qui existaient peut-être fondamentalement déjà depuis des millénaires. Donc ouais, ça va continuer, et ce quels que soient les pays, quoi, parce que l'imagination n'a pas de frontières, enfin. Les lecteurs français n'ont jamais eu autant de choix qu'aujourd'hui. L'occasion de découvrir des petites merveilles, la chance d'avoir accès à un univers de connaisseurs, une pluralité des styles et des genres. Soutenez les petits éditeurs. Et tout ça, c'est sans compter ce qu'il y a autour et qui peut mener aux comics. Pour les plus jeunes, les cartables et les trousses Spider-Man. Pour les plus grands, les films et séries sur toutes les plateformes de streaming. Le choix est là. On continuera de voir Daredevil ou Harley Quinn, mais reste à savoir quelle place on leur donnera dans nos étagères et donc dans notre imaginaire collectif. Et ça, c'est vous qui le décidez. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce premier épisode de French Fresh Pop. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qui est acheté, ce qui est à garder ou à améliorer. Je lirai tout ce que vous direz, mais pour ça, c'est à vous de jouer. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de French Fresh Pop ou d'autres projets sur le truc. Allez, salut!